Alors, Jacques, une autre question. Quel rôle a joué Boudiaf, Ben Khedda, Lahou el-Hussein dans l'éclatement du comité central, si on peut dire? Je crois qu'il faut partir du retour de Messali d'Afrique noire. Il a été expulsé comme par hasard dès qu'il y a eu le congrès des AML où il a été proclamé chef national. Le général de Gaulle a organisé une provocation. Et ensuite, on a expédié Messali en Afrique noire. Et après, il y a eu la répression de Sétif et de Guelma. Donc Messali a été libéré en 1946 et il y a un avion qui l'a transporté de Brazzaville jusqu'à Paris. À Paris, il a été hébergé par Brahim Maïza, qui était le responsable de la EMNA, c'est-à-dire de l'Association des étudiants algériens, qui étaient à l'époque tous spécialistes. Donc, il rencontre ses anciens amis, il circule dans Paris, il rencontre y compris le ministre de l'Intérieur, qui était aussi un ancien de ses partisans. Il ne fait aucun commentaire sur le massacre de Sétif de Guelma, il ne parle pas de ça. Il ne parle pas non plus des débats qu'il va y avoir à l'Assemblée algérienne sur le statut de l'Algérie, il ne dit rien. Mais il réunit tous ses amis, etc., dans Paris, et ensuite il demande à retourner en Algérie. On lui dit à Alger, c'est interdit, mais vous pouvez aller dans la banlieue à Bouzarea. Donc il arrive à la Bouzarea, 46, avec Brahim Maïza, et là il demande à rencontrer les militants du PPA. Et il s'aperçoit qu'il y a beaucoup de personnes, notamment chez les étudiants et les jeunes, qu'il ne connaissait pas. Et c'est là où il fait la rencontre avec Aït Ahmed, etc. Donc il y a une première réunion et elle porte sur bien sûr sur la répression de 45. Et il y a une colère en disant oui, on a fait confiance à la gauche, au gouvernement provisoire, à De Gaulle, les autres, et puis voilà, ils nous ont massacrés. Donc, bon, Messali arrête tout de suite le débat et il dit non, non, on en parlera plus sérieusement sur la base d'un texte au niveau du comité central, une réunion organisée. Donc, le comité central de 46 se réunit et on se retrouve sur le même problème. C'est-à-dire comment faire confiance au mouvement ouvrier français et à la gauche, puisque le gouvernement provisoire de la République où il y avait communistes et socialistes ont exercé la répression de mai 45. Et ils n'ont pas protesté, ils n'ont pas démissionné. Donc on ne peut pas faire confiance. D'ailleurs, Amari Mache, en 1936, il a expliqué, à la différence de Messali, que la gauche, Front populaire, les partis de gauche, c'était finalement pas du tout nos alliés. Et qu'il valait mieux collaborer avec les ennemis de nos ennemis, c'est-à-dire avec l'Allemagne. Et Imache, il était quand la rupture qu'il y a eu entre Imache et d'autre part Messali sur dire on n'a plus confiance en mouvement ouvrier français, mais nous allons collaborer avec l'Allemagne de Hitler. C'est comme ça qu'après il y a eu le Karna et il y a eu d'autres organisations, parce que la gauche ne nous soutiendra jamais. Donc Messali, il a ça dans la discussion, et c'est la raison pour laquelle le district de Kabylie, qui est représenté par Aït Ahmed, tient à peu près un raisonnement identique, en disant on a toujours fait confiance au mouvement ouvrier français, au Parti socialiste, aux syndicats, et regardez ce qui s'est passé en 1945, ils nous ont massacrés. Donc il faut se lancer dans la lutte armée et supprimer tout ce qui est PPA, MTLD, etc. Non, il faut faire uniquement des unités paramilitaires et se lancer dans la lutte armée dès que possible.
Donc Messali calme un peu tout le monde, et puis il dit on reprendra la discussion au congrès du MTLD, légal. Et donc on retrouve avec la même opposition. Et Messali se rend compte, si tu veux, que on va presque vers la scission. Et lui, il ne veut pas la scission, bien sûr. Donc après avoir passé, ça a duré 2 jours et 2 nuits, il dit, bon ben voilà ma proposition. Si vous avez une proposition alternative, on vote. Et les autres se sont dégonflés, c'est-à-dire, c'est Benreda qui raconte dans son livre, ils n'ont pas osé affronter Messali, qui avait un prestige immense à l'époque. Mais Messali, il a tenu compte de la discussion. C'est-à-dire, il a tenu compte qu'il y avait une volonté de la part des militants de s'orienter vers la lutte armée. Lui-même, il n'était pas contre. Mais il fallait le faire de manière organisée. Et pas n'importe quoi. Pas de baroud, pas de trucs, etc. Quand on fait une révolution, c'est quelque chose de sérieux. On a un parti qui est mobilisé pour atteindre un objectif. Donc, comment faire? Il va établir un compromis. C'est-à-dire que d'un côté, il dit, nous allons participer à la vie légale qui est en Algérie sur la base du statut de 47. Et donc, c'est un parti légal, et donc, on va recruter des avocats, des étudiants, des gens qui savent écrire, qui savent parler, etc. Et à l'étage en dessous, on va créer une organisation qui est le vieux PPA, c'est-à-dire une organisation de masse, des organisations des paysans, des travailleurs, et ces gens-là. Et elle sera rattachée directement au président du parti, par Philalé. Et maintenant, il dit, oui, il faudra qu'un jour, on est d'accord ensemble, la France ne nous donnera rien. Il faut arracher l'indépendance. Donc, on va créer l'OS, une organisation paramilitaire, une organisation paramilitaire de spécialistes militaires, parce que nous sommes entrés dans la guerre moderne. On ne fait pas, comme le disait Aït Ahmed, les Jugurtha qui s'est battu contre les Romains. Vous avez besoin de techniciens qui savent les explosifs, qui savent diriger des blindés, qui savent diriger. On aura affaire à une armée moderne. Et il faut donc qu'on ait des techniciens militaires pour encadrer des soldats. Mais les soldats, ils ont tous fait la guerre. On n'a pas besoin de soldats. Ils ont tous fait la guerre. Mais on a besoin de spécialistes. Et donc les spécialistes, il faut les former dans les académies militaires. Et il faut les former dans les pays qui nous accueillent, c'est-à-dire en Égypte et en Irak, à Bagdad et en Jordan. Donc il y a une conception qui est cette conception de l'organisation à 3 étages, mais qui va dans le même sens. La preuve que ça n'a pas bougé, c'est quand il y a les élections municipales de 1947, au double collège. Messali, qu'est-ce qu'il fait? Il ne dit pas nous voulons avoir des députés ou nous voulons avoir des maires, rien du tout. Il fait un référendum. 1947, un référendum pour ou contre la Constituante. Et finalement, le MTLD, c'est-à-dire le parti légal, a voté tous les militants dans les urnes, dans les trucs, etc., tous les bulletins, c'était le référendum pour l'Assemblée constituante. Donc ça veut dire qu'à cette époque-là, encore, il y avait entre le PPA et l'OS, il est de côté pour le moment, entre le PPA et d'autre part le MTLD, il y avait une fusion, une entente complète. Parce que finalement, les bourgeois qui étaient du MTLD, pour pouvoir mener une campagne électorale, etc., il est obligé de s'appuyer sur le PPA. Parce que qui est-ce qui contrôle la population? C'est le PPA, ce n'est pas le MTLD, ce n'est pas quelques avocats et quelques gens qui sont finalement dans l'appareil, qui sont un peu
des gens des classes moyennes. Donc on a cette situation. Et ça va se retrouver à plusieurs étages, notamment pour quand il y a, quand il y a la misère, le chômage, le truc, etc. Le comité central, il dit bah, il faut une réforme économique, une réforme agraire, il faut aussi cela. Et ça lui dit non, 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 c'est pas comme ça qu'on fonctionne. On va utiliser la méthode que lui, il a appris en France, c'est-à-dire on va faire des comités de chômeurs. Comité local, comité avec des revendications, des comités, on fait une coordination des différents comités, on fait un comité central, on fait une publication à Alger sur la réforme agraire. Ça part des masses. C'est-à-dire c'est le PPA qui organise en même temps qu'on veut créer un syndicat, c'est-à-dire le MTLD a créé une commission syndicale, mais en même temps, on a un mode de réaliser la question agraire par une organisation des masses. L'organisation des masses dans des comités. Toute l'Algérie est couverte avec des comités contre le chômage, la misère, etc., etc. Et on retrouve des pages entières dans le journal de l'Algérie libre que personne n'utilise. Il y a qu'on qui utilise ce genre de choses, mais c'est extraordinaire. C'est-à-dire que parallèlement au travail légal qui est mené par le MTLD dans la CGT, etc., à côté, il y a des formes d'auto-organisation révolutionnaire des masses. Et là, ça rentre par le cadre du PPA. C'est-à-dire que le MTLD, il est en permanence, finalement, sous le contrôle, ou en tout cas, il est dynamité, ou il est, en tout cas, impulsé par, finalement, le mouvement réel de la population qui s'organise pour la défense, notamment le chômage, la misère, le truc, etc. Donc c'est ça le problème. Et là où ça bouge, c'est en 51, 52. C'est-à-dire au moment où il y a la guerre de Corée et au moment où il y a la guerre froide. Et là, on pense que finalement les Russes vont occuper l'Allemagne et arriver à Paris. C'est à ce moment-là que Jacques Chevalier décide en définitive de démissionner de son poste de député et de venir à l'Assemblée algérienne pour en faire finalement un programme analogue à celui de Ferhat Abbas, c'est-à-dire une Algérie néocoloniale. On ne touche pas sur les réformes de fond. L'Algérie doit rester une colonie française et on ne touche pas à ça. Et donc à partir de là, on va donner une place de plus en plus large aux gens civilisés, c'est-à-dire les gens du MTLD, pour participer à la gestion des affaires de l'Algérie française. On reste dans le cadre de l'Algérie française, mais en donnant un maximum de pouvoir finalement aux membres du comité central, qui sont plus nombreux que ceux du PCA ou ceux de Ferhat Abbas. Et donc ils ont eu quand même quand on arrive aux élections de 1953 et que le MTLD remporte une majorité des élections, ils se retrouvent avec un très grand nombre de membres du conseil municipal d'Alger. Et on leur donne de très gros pouvoirs, c'est-à-dire sur la question du logement, sur la question du ravitaillement. Et là, on s'aperçoit ils commencent déjà à jouer un rôle important dans la vie économique. Et à partir de ce moment-là, puisqu'ils ont de plus en plus de pouvoirs, pourquoi faire la révolution? Pourquoi ces gens-là, ils veulent changer alors que nous, on fait des propositions pour une réforme agraire, pour une modification, pour qu'il y ait une industrialisation dans le cadre de l'Algérie française? Et les autres, qu'est-ce qu'ils veulent? Ah, ils veulent une Algérie constituante, souveraine et décidée. Ça ne colle pas. Donc, de ce point de vue, fondamentalement, à partir de 1951-52, nous avons l'appareil du MTLD, qui était fait que par des gens cultivés. Il ne faut pas oublier qu'il y avait beaucoup d'Algériens qui ne savaient pas lire,
ou qui avaient un niveau culturel qui était pas très élevé. Il ne faut pas oublier que tout le mouvement national algérien, il a été construit en France, parce qu'il y avait des libertés démocratiques. C'était le prolétariat algérien dans les usines, etc., qui a représenté le fer de lance du nationalisme algérien. L'étoile nord-africaine, elle n'a pas été faite en Algérie. L'étoile nord-africaine a été faite à Paris. Et Messali, on peut dire que c'est le seul homme du monde qui a créé un parti préconisant le père du nationalisme algérien. Il n'a pas créé son mouvement à Alger, il a créé à Paris. Le seul cas unique dans le monde. Et il s'est appuyé toujours sur le prolétariat algérien en France, que ce soit au niveau de l'Étoile, que ce soit au niveau du PPA, et ce sera par la suite quand il y aura le MNA. C'est en France. Et c'est en France, après le massacre du MNA et de l'USTA, que la révolution algérienne, telle qu'elle avait été portée par le mouvement nationaliste, a été assassinée, tout simplement. Donc voilà, il faut bien comprendre la divergence qu'il y a entre messalistes et centralistes en reprenant toute l'histoire du mouvement nationaliste algérien telle qu'elle a été formulée et créée au congrès de Bruxelles anticolonialiste de 1927. C'est ça qui est très important pour comprendre que ce n'est pas des divergences d'opinion, de trucs, etc. C'est une histoire qui est essentielle. C'est l'histoire unique au monde où un parti nationaliste est créé au cœur même de la puissance impériale. Il n'y a pas d'autre exemple. Et c'est ça qui explique pourquoi, en définitive, à l'échelle, la question, quand la guerre d'Algérie va éclater, ce qu'on appelle la guerre d'Algérie, elle va devenir non pas une question française et algérienne, elle va devenir une question mondiale. Le FLN, il n'a pas gagné parce qu'il a infligé une défaite à l'armée française. Il a finalement pris le pouvoir en Algérie par un accord entre De Gaulle et le GPRA soutenu par tout le monde. Les États-Unis, l'URSS, les pays arabes, le tiers-monde, la Chine, le Vietnam, par tout le monde. La question de l'indépendance de l'Algérie, ce n'est pas le FLN, c'est la volonté internationale que le problème algérien ne dynamite pas l'ensemble de l'Afrique du Nord, du monde arabe, du truc et des pays, etc. Voilà, c'est ça. Mais Jacques, pourquoi on est arrivé à dire ou à faire ou à parler qu'il y a des centralistes et des messalistes? Pourquoi cette division? Pourquoi on est arrivé là? Pourquoi? Je répète que finalement, les membres du comité central, à un moment, ils se réclamaient de Messali, c'est obligé, puisque le MTLD, le président, était Messali. Donc on était obligatoirement, formellement, messaliste. Mais le programme, tel que les centralistes l'ont fait à partir de 1951, n'a plus rien à voir avec le programme qui était celui du mouvement nationaliste algérien. Donc en sens, ce n'est pas une question de bonne volonté ou de civilisation ou de je ne sais pas quoi, c'est une question d'orientation politique. Est-ce que l'Algérie allait devenir, puisque l'Algérie, ça a été le fer de lance de la conquête de l'empire colonial français en Afrique. C'est à partir de l'Algérie qu'on a fait la conquête de la Tunisie, du Maroc, de l'Afrique noire, et c'est l'Algérie qui était. Il ne faut pas oublier qu'en 1943, De Gaulle est à Alger, et qu'en 1944, Alger c'est la capitale de la France libre. Capitale de la France libre. Le GPRA, il a été créé à Alger. Donc l'Algérie, c'est une province française. Et donc, finalement, les centralistes, qui sont des bourgeois, bon, ils savaient très bien que la France ne lâcherait pas l'Algérie. Et la France n'accepterait jamais que l'Algérie se constitue finalement en nation souveraine
en offrant finalement la possibilité à tous les habitants de collaborer à la création d'une nation souveraine, parce que ça aurait dynamité la totalité de l'Empire français, avec les répercussions qu'il y aurait eu dans le monde arabe, au Moyen-Orient et ailleurs. Donc voilà. Donc les centralistes, ils étaient sur la ligne, pas de vague, sur la ligne, Messali, il va trop loin. Messali, il veut dynamiter le régime colonial. Il veut faire une réforme agraire. Il veut créer des syndicats indépendants. Ça ne va pas. Donc il y a eu ce conflit de fond, mais qui se développe à plusieurs niveaux. Donc c'est ça qu'il faut regarder, hein, fondamentalement. Pourquoi ils ont eu tous les pouvoirs? Pourquoi ils ont eu tous les pouvoirs? Ils ont eu les pouvoirs, uniquement les pouvoirs formels, c'est-à-dire les pouvoirs qu'ils avaient en tant que députés de l'Assemblée algérienne, donc Walou, ou en tant que membres. Là, ils avaient davantage de pouvoir quand ils co-géraient la ville d'Alger. Là, ils avaient du pouvoir et de l'argent. Et ils avaient la possibilité, sur les commerces, pour donner les autorisations, des logements, des choses, de ravitaillement, les transports, etc. Ils avaient beaucoup de pouvoir et donc beaucoup d'argent. Et ils avaient, là, cette fois-ci, ils avaient un pouvoir réel, si on peut dire, mais dans le cadre de la gestion de l'Algérie coloniale. Donc c'est ça le problème. Mais par rapport à la transformation de l'économie, de la société, etc., c'était rien du tout. C'est-à-dire que les masses, la réforme agraire en particulier, elle n'était que sur le papier. Et ça, la scolarisation, tous les problèmes sociaux, ils ne les posaient pas. Parce que l'Assemblée algérienne, c'était une assemblée, il ne faut pas oublier que l'Algérie, elle avait son budget, elle avait ses timbres, elle avait sa poste, elle avait sa banque, et elle avait sa législation, qui était spéciale. Donc, l'Algérie étant un pays pauvre, hein, de 10 millions d'habitants, il n'y avait pas de revenus qui permettaient de transformer ou de résoudre le problème social. Que ce soit la sécurité sociale, les lois de France ne pouvaient pas s'appliquer en Algérie. Parce qu'une famille dont le père avait un petit boulot de salarié agricole et la mère avec 5 ou 6 enfants, c'était pas possible. Donc les lois qui étaient appliquées en France ne pouvaient pas être appliquées en Algérie. Par contre, alors le MTLD, il cherchait à une amélioration progressive, dans le cadre de l'Union française. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas dynamiter tout l'empire colonial tel qu'il avait été refondu dans l'Union française. Et la clé de voûte de tout l'empire français, c'est l'Algérie. C'est pour ça que l'Algérie est devenue une question mondiale et non pas du tout une question franco-algérienne, comme ça a été le Maroc ou la Tunisie, ou le Sénégal ou l'AOF. Et dans ce cas-là, quand est-ce qu'il y a eu le choc, si on peut dire, ou la scission, et est-ce que les noms que j'ai cités, ces responsables-là, est-ce qu'ils sont pour quelque chose? Ils ne sont pas pour quelque chose dans la mesure où la question s'est développée de façon, quand Messali est en prison, finalement, quand il est en résidence en France, c'est le MTLD qui a tous les pouvoirs en Algérie. Donc il crée le pouvoir, il crée finalement un comité central dans lequel il élimine tous les messalistes. Mais dans le même temps, il met au frigidaire l'os et dans le même temps, il met au frigidaire le PPA. C'est-à-dire le PPA n'est utilisé non pas comme un parti d'encadrement des masses, pour préparer les conditions de la réalisation du programme qui avait été plébiscité au congrès de mars 1945, mais comme une force purement électorale. C'est-à-dire ils allaient faire voter les gens, les trucs, au deuxième collège, et non pas au premier collège. C'est-à-dire que là, il y a une rupture, il y a une volonté d'étouffer les organismes qui ont été créés légalement par le MTLD en 1947. Et c'est la même chose pour la question syndicale.
c'est-à-dire à l'intérieur, il y avait une commission du MTLD à l'intérieur de la CGT, et elle a été mise au frigidaire par le comité central. C'est pour ça que la délégation d'Alger, par exemple, au congrès d'ONU, a été dirigée par Mustapha Ben Mohamed, qui était le responsable de la commission ouvrière. Donc on voit sur tous ces aspects que je suis en train de donner, on voit comment il y avait des divergences sociales, politiques, profondes sur la question finalement de l'économie, de la société, de la culture, de tout ce qu'on veut. Oui, mais dans ce cas-là, est-ce que ceux qu'on appelle les centralistes, ou ceux qui ont collaboré ou travaillé avec Jacques Chevalier, ils ont dévié carrément du programme du PPA qui était l'Assemblée constituante et l'indépendance de l'Algérie. Ben oui, c'est très clair. Au deuxième congrès du MTLD, il suffit de prendre les résolutions du congrès du MTLD de 1953 pour voir que le programme, la résolution générale, n'a plus rien à voir avec les textes précédents. La preuve, c'est que le texte Messali a proposé un texte contradictoire avec celui du MTLD. Et le texte de Messali n'a pas été adopté. Parce que tout ça, c'était bureaucratique, ils ont mis tous leurs copains, leurs trucs, etc. Donc ça a commencé comme ça alors? Ah ben oui, ça a commencé lors d'un congrès. Ça a commencé à deux moments. Quand Messali a fait le voyage d'Orient et il leur dit maintenant il faut préparer la lutte armée, le comité central a dit pas question. Nous on collabore avec Chevalier. 53, deuxième congrès, Messali n'est pas d'accord. Donc il envoie un message lu par Moulay Merba de 90 pages, sur lequel il est en désaccord. Donc il y a une divergence politique, programmatique, entre Messali au deuxième congrès du MTLD et au deuxième congrès, tous les messalistes sont dégagés de la direction. Donc on se retrouve avec une scission véritable, politique et organique. Donc le MTLD n'a plus rien à voir, le comité central n'a plus rien à voir avec ce qu'était celui de 1947. On est sur une autre organisation politique. C'est le même. Donc voilà. Donc à partir de là, on a le conflit. C'est pas entre centralistes et messalistes, on a le conflit entre deux organisations qui développent des orientations radicalement différentes. Avec les objectifs ne sont pas les mêmes.